Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de l'éclairage doux. Voilà, l'éclairage diffus, tout le contraire de l'éclairage ponctuel. Et on va regarder dans la fiction comment on opère ce principe d'éclairage doux. Parce qu'il y a eu réellement depuis quelques années, alors ça date pas non plus de l'année dernière, hein, c'est quand même quelques décennies, un petit goût sur l'éclairage, on va dire diffus, voire naturaliste, que je parle beaucoup sur cette chaîne, contrairement aux films des années 80 où on était à fond sur l'éclairage ponctuel. Alors, on va en parler, on va essayer d'analyser tout ça tout de suite après le générique. Alors, je ne sais pas si vous avez été faire un petit tour sur le site Le Repère vidéo, hein. Le site Repère, c'est un site qui existe depuis que je suis tout petit. Voilà, depuis j'avais 5 ans, il y avait le site de Repère. Et où il y a des formations, il y a une communauté, il y a un forum, etc. Et puis, donc voilà. Donc, il y a mon pote, là, Forrest, hein, qui fait ses petites formations sur DaVinci. Voilà, une petite auto-promo pour mon poteau. Voilà. Et puis, oh, mais c'est quoi ce beau gosse, là? Il y a un beau gosse avec une chemise, une très belle chemise. C'est pas moi, hein, parce qu'il n'a pas de cheveux, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Oh, une formation lumière, dites donc. Oh, mais alors ça, c'est une formation lumière à Strasbourg, comme d'habitude. Ah non, ah non, c'est en ligne. Oh, attends, ça veut dire que si par exemple j'habite en Nouvelle-Zélande, j'ai pas besoin de venir à Strasbourg. Bah non, parce que la formation est en ligne et accessible partout. Mais c'est génial. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on m'a pas prévenu. Bah si, on prévient, voilà. Il y a une formation en ligne qui existe, qui est arrivée depuis peu. Et elle est disponible. Voilà, elle est arrivée quelques jours. Voilà, elle est arrivée sur le repère et je l'ai découvert comme ça. Voilà, je vous la laisse, hein, vous regarderez. C'est une petite formation sur l'atelier que je faisais à Strasbourg, qui est disponible en ligne. Voilà, ça a été tourné il y a un an, pile poil, puisqu'à l'époque je n'avais pas de cheveux. Et voilà, ça a été enregistré, monté, etc. Très bien fait, avec un modèle et tout. Et on parle d'éclairage fiction. Donc je vous laisse faire un petit tour, je vous mets le lien en description. Faites un petit tour, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si ça vous intéresse ou pas. Revenons à nos moutons, après cette petite auto-promo, où on va parler principalement de l'éclairage doux. Alors, je vous explique, je dresse le tableau de quoi on parle. Bon, si vous êtes des fous furieux des making-of et que vous avez regardé des making-of de vieux films, des vieux films français, comics, etc., vous avez pu vous apercevoir qu'à l'époque, on tournait énormément avec des éclairages ponctuels. C'est-à-dire que il suffisait pas de regarder les making-of, il suffisait de regarder un film pour s'apercevoir que lorsqu'il y avait une personne qui passait devant un mur, il y avait 3 ombres projetées. Voilà. Donc on était à fond sur l'éclairage ponctuel. Alors si vous voulez pourquoi on utilisait beaucoup plus l'éclairage ponctuel que l'éclairage diffus, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la première raison, c'est qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, les optiques n'ouvraient pas comme ils ouvrent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'était pas à des ouvertures de 1,8, qu'on était principalement sur de l'argentique, j'ai envie de dire principalement et exclusivement que sur de l'argentique, et que les pellicules n'étaient pas sensibles comme elles l'étaient autrefois, c'est-à-dire avec du 500 ASA ou du 800 ASA. Donc, il fallait quand même éclairer. Si toi, tu as testé, tu es de ma génération et que tu as fait des films avec du Kodachrome 40, du film inversible avec une caméra Super 8, donc 40 ASA, tu as pu t'apercevoir quand même que c'était compliqué de faire avec l'éclairage un peu naturel rebond, quoi. Tu étais obligé d'un peu d'envoyer ton projecteur dans la gueule. Donc c'est un peu la raison, une principale raison pourquoi on éclairait avec des sources ponctuelles, et surtout on était dans un éclairage assez théâtral, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'éclairage non naturaliste, c'est-à-dire qu'on est dans un intérieur et puis on est éclairé comme si on avait 50 spots dans la gueule, ça choquait personne, c'était très théâtral. Et aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturaliste, tant sur l'éclairage que d'ailleurs sur l'étalonnage. On va de plus en plus sur l'étalonnage naturaliste. Et on essaie de reproduire comme si en fait le métier de chef-op n'existait pas. Voilà, comme si on avait pris la caméra, on avait filmé, et puis hop, on fait lecture et on regarde.
Donc on essaye de faire abstraction à l'éclairage, on fait abstraction à l'étalonnage, on essaye, en fait ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, attention, mais ça veut dire que tout est discret, tout est lissé, etc. Donc on va parler principalement de l'éclairage doux au cinéma et en téléfilm sur cet article de No Film School qui nous est présente et que j'ai trouvé très intéressant parce que justement j'ai fait un sujet précédemment sur l'éclairage avec, vous savez, les grands cadres Boons colorés avec du bleu, du vert, du orange. Et donc voilà, donc là on va définir un peu ce que c'est que l'éclairage doux. Il y a une petite vidéo, mais bon, qui est pas waouh. Donc l'éclairage doux se distingue d'une approche polyvalente et fondamentale qui a été utilisée pour créer des visuels captivants. J'adore cette phrase parce qu'elle ne veut rien dire. Voilà. En fait, il y a l'éclairage ponctuel et l'éclairage doux. D'accord ? On va voir les caractéristiques de l'éclairage doux. Qu'est-ce que c'est que l'éclairage doux ? Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Ce produit, donc, ça a quelque chose un éclairage qui réduit les ombres dures et crée un look plus flatteur et serein. Encore une fois, j'adore cette phrase parce qu'elle ne veut rien dire. Parce que, alors, je parle de cet article parce que je le trouve très intéressant dans le sens où, pour moi, il y a des petites erreurs. Et on va les regarder ensemble. Des erreurs basiques. D'ailleurs, des erreurs que généralement les étudiants retiennent, malheureusement. Alors, contrairement à son homologue d'éclairage dur, qui entraîne des ombres bien définies et des contrastes distincts, un éclairage doux crée des transitions plus douces entre la lumière et l'ombre. Ça, c'est vrai. Admettons, vous prenez par exemple une sphère, une boule blanche. Vous voyez, vous imaginez, vous prenez comme une boule de billard, mais bien blanche, et vous l'éclairez avec un éclairage ponctuel et un éclairage doux. Mais vous l'éclairez non pas de face, mais plutôt de 3/4, voire latéral. Vous allez vous apercevoir que la transition, donc les transitions, c'est-à-dire les parties, la frontière entre la partie éclairée et la partie dans l'ombre, se fait de façon plus nette lorsque c'est éclairé avec une source ponctuelle, alors que la transition est beaucoup plus soft si elle est faite avec un éclairage doux. Pareil, si par exemple je mets ma main devant à 20 cm d'un mur blanc, que je l'éclaire de face, vous allez voir que évidemment avec une source ponctuelle, nous allons avoir une ombre parfaitement dessinée, un peu comme une ombre chinoise. Et plus je vais élargir ma source jusqu'à devenir une source ultra large, cette ombre va s'atténuer, voire même disparaître. D'accord ? Alors, ça, c'est, on va dire, l'effet secondaire de l'éclairage, c'est ce qui entraîne les ombres. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'éclairage doux, diffus, et moi, ce que j'appellerais plus personnellement l'éclairage de type de source large, permet justement de réduire cette transition et surtout un effet secondaire qui est pour le coup un peu chiant dans les sources larges, c'est que ça réduit la brillance. Très clairement, si vous éclairez un visage avec une source ponctuelle et avec une source large, sur une source large, vous aurez un manque de brillance sur la peau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe notamment sur les... là, je fais une petite parenthèse, hein, mais sur les portraits, lorsqu'on fait des portraits en publicité pour, par exemple, du cosmétique ou autre, on aura tendance à évidemment utiliser des sources larges, puisqu'on a besoin de douceur sur la peau pour atténuer les ombres, mais on a besoin de brillance, et c'est là qu'on va utiliser les sources, vous savez, la source dite à parapluie, ces sources qui en fait sont de la source indirecte, rebondie sur de l'aluminium, qui va en fait permettre de créer de la brillance tout en gardant une source large. Alors j'avais fait une vidéo, je crois, il y a quelques années déjà, qui est sur un éclairage que je parlais, qui s'appelle, comment ça s'appelle cet éclairage ? Le Mizzy Light, voilà. Allez regarder dans les premières vidéos, je parle du Mizzy Light, qui est justement avant que la puture arrive, avec son fameux truc. On avait conçu à l'époque avec K-Light pour Access et LED, cet éclairage qui s'appelle le Mizzy Light, qui en fait consiste à envoyer de la lumière sur un parapluie argenté, permettant donc de supprimer de la source directe du parapluie et simplement de la source rebondie, qui permet donc d'avoir à la fois une source large et à la fois une source brillante. Voilà. Donc, ça permet, selon eux, d'offrir une atmosphère onirique, souvent romantique, etc. L'éclairage doux est obtenu en utilisant des sources de lumière larges. D'accord ? Donc là, c'est vraiment, on parle vraiment de surface, hein, en centimètres carrés ou en mètres carrés. Plus la surface d'émission de lumière est importante, plus la source sera large, plus elle sera, plus les ombres seront douces. D'accord ?
Donc, patati tatata. Alors, quelles sont les caractéristiques? Justement, on voit les caractéristiques. Alors, une ombre douce, un éclairage doux minimise l'apparence des ombres dures. Ok, donc ce qui fait que ça arrête, ça supprime. Alors, ça supprime sans supprimer, c'est-à-dire que ça atténue les ombres du sujet, par exemple les ombres projetées sur un mur ou autre. Cette douceur des ombres contribue à un aspect agréable et naturel. Alors, c'est vrai que on est principalement éclairé par des sources larges, sauf si on est en plein soleil. Mais si on est dans un intérieur appartement, je vais avoir une lumière douce qui va rentrer par la fenêtre. On va sentir quand même cet éclairage assez naturaliste. Alors là, c'est là que c'est le deuxième point. C'est ce point-là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Que ça réduit le contraste. Le contraste, élément essentiel du cinéma, est atténué dans le cas d'un éclairage tamisé. Alors déjà, l'éclairage tamisé, je ne sais pas si c'est la traduction Google, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Cette réduction du contraste peut être particulièrement bénéfique pour certaines scènes, comme des moments intimes ou des conversations émotionnelles. Alors ça, je ne suis absolument pas d'accord. Ça ne réduit pas les contrastes. En fait, c'est exactement comme si je vous disais... en fait, plus on utilise c'est comme si je disais que la profondeur de champ, un des paramètres de la profondeur de champ, c'était la taille du capteur. C'est vrai que plus on prend un appareil avec un capteur large, important, un full frame par exemple, plus on va avoir une profondeur de champ qui est réduite. Donc on peut en conclure que la profondeur de champ dépend de la taille du capteur. Et ça, c'est faux. C'est entièrement faux de chez faux. À aucun moment dans le calcul de la profondeur de champ vient intervenir la taille du capteur. En fait, c'est un effet secondaire. Pourquoi? Parce que forcément, on a besoin d'utilisation de focales longues, donc automatiquement focale longue, ça se traduit par une faible profondeur de champ. Mais ce n'est pas la taille du capteur qui fait... La taille de capteur n'a absolument rien à voir. Et pareil ici dans les sources larges, la source large n'a rien à voir avec l'effet contraste. En revanche, le problème de la source large, c'est qu'elle est difficilement contrôlable. Ça veut dire qu'elle a une tendance à partir sur 180 degrés et donc de réfléchir sur des murs, etc. Et du coup, eh bien forcément, ça a tendance à remplir la fill light. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est qu'une source ponctuelle est généralement plus forte. Bah oui, parce qu'elle est plus concentrée sur son sujet. D'accord? Puisque le point d'émission de lumière est, on va dire, est plus concentré, donc une lumière beaucoup plus forte. Et puis surtout, faire de la source large, ça consomme en puissance. Il faut de la puissance pour faire de la source large, parce qu'il faut répartir la source sur une surface et éviter les points chauds. C'est-à-dire les points chauds, c'est éviter sur une surface d'avoir une partie réduite qui est plus forte que les côtés, par exemple. Donc, il faut véritablement répartir la lumière, et répartir de la lumière, c'est beaucoup de watts, puisqu'il va falloir diffuser. Je pense à cette photo que je vais peut-être revenir tout à l'heure. Je vous montre cette photo. Par exemple, là, on a un 12 kg en Harrison. On est obligé de diffuser, rediffuser 2 fois. Alors là, l'exemple est faux, hein, parce que c'est pas un diffuseur, lui. Lui, c'est un genre de no color straw qui est devant. Mais on aurait tendance, vous voyez, à mettre 2 cadres de diff pour éviter le point chaud. Vous voyez le point chaud sur la diff, là? C'est un peu moche, quoi. D'accord? C'est pour ça que je suis en train de partir en couille là, mais c'est pour ça qu'il y a des alternatives, notamment en LED avec le Luxette 12 lampes. Le Luxette 12 lampes permet de répartir la puissance sur une surface plutôt que sur un point. D'accord? Donc du coup, 2 choses. 1, la source large est difficilement contrôlable, sauf si vous utilisez les snap grids. Vous savez, les snap grids, c'est les grillages qu'on met dans les sources pour diminuer l'angle d'émission. Et puis surtout, elle est moins forte. C'est toujours moins fort à puissance égale. Du coup, on a l'impression que l'écart qu'il y a entre la partie éclairée et la partie non éclairée, eh bien, elle est diminuée. Vous voyez, donc du coup, on a un effet de contraste qui est diminué. Mais si, par exemple, on prend une source ponctuelle, on envoie X lux sur le sujet et qu'on envoie, pareil, X lux sur le sujet avec une source large, et on évite les reflets de fill light, finalement, vous allez vous retrouver avec le même contraste. D'accord? C'est juste que, la transition va être beaucoup plus élargie, enfin, pas élargie, c'est con ce que je dis, mais va être beaucoup plus floutée. Mais en termes de contraste, on peut faire du contraste, et heureusement, avec des sources larges. Vous pouvez regarder des films aujourd'hui, on peut obtenir du contraste avec uniquement un éclairage doux.
c'est parfois dans la même phrase un peu bizarre, mais oui, on peut le faire. D'accord? Alors, donc le contraste réduit, toute cette partie-là, je ne suis pas d'accord. Et puis on parle d'éclairage de tamisé, bah oui, parce que forcément, qu'est-ce qu'on appelle un éclairage tamisé? C'est toujours compliqué de définir ce que c'est qu'un éclairage tamisé. On peut définir un éclairage tamisé comme un éclairage qui est pas en termes de puissance élevée, un peu. Faut faire très attention avec les mots qu'on emploie, non pas doux, mais en termes de puissance diminuée, quoi. Vous voyez? On pourrait dire dimé. Voilà, j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas en termes de puissance moins élevée, moins agressive en termes de puissance. D'accord? Donc on a l'impression d'un effet tamisé. Mais en fait, c'est parce que faire des sources larges, ça consomme. Voilà. Alors des portraits flatteurs, dans la photographie de portrait et la réalisation de films, un éclairage doux est souvent utilisé pour rehausser la beauté du sujet en minimisant les imperfections et en soulignant les traits du visage de manière subtile. Là aussi, je suis moyennement d'accord. Bah, si je vous prends par exemple l'antipode de cette phrase, si je vous prends par exemple un portrait Harcourt en noir et blanc. Les portraits Harcourt sont des portraits qui sont principalement et uniquement éclairés par des sources ponctuelles. D'accord? Et c'est pas pour autant que les visages sont pas mis en valeur. Okay, donc là, on a vraiment un cas. Vous voyez, ici, on voit bien l'ombre ultra nette sur le sujet. Voilà. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il ne parle pas dans ce sujet, il ne parle pas aussi d'un facteur qui rentre en jeu sur le côté flatteur, sublimé, etc., qui est en fait la direction de lumière. La direction de lumière, plus vous envoyez une lumière de face, plus vous allez sublimer un sujet. Plus vous allez l'envoyer en latéral, plus vous allez le contraster. Et dans ce cas-là, faire une autre ambiance. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne parle pas ici d'effet, du paramètre de la direction de lumière qui peut entrer en jeu dans cette sommation de caractéristiques de lumière. Bref, alors, un éclairage doux peut être utilisé pour ajouter un air de mystère ou de profondeur aux scènes dramatiques, fournissant ainsi un courant émotionnel sous-jacent. Ça, c'est pareil. Ça, c'est des phrases qui, pour moi, ne veulent rien dire. C'est du blabla, puisqu'on peut faire la même chose avec une source ponctuelle. Hein, on peut utiliser une source ponctuelle pour ajouter un côté mystérieux, quoi. Vous voyez, en fait, ça m'énerve ces phrases toutes faites à la con. Vous voyez, c'est un peu comme les gens qui disent bah moi j'ai tourné en 2.35 parce que vous voyez le sujet se rapportait bien, l'histoire du film, etc. Mais en fait, tu pourrais dire j'ai tourné en 4/3. Tu pourrais faire croire avec les mêmes arguments la même chose. Et je peux vous dire qu'en termes d'arguments, notamment dans les notes d'intention en tant que chef-op, etc., j'en connais un rayon parce que qu'est-ce qu'on peut raconter comme connerie simplement pour aller dans le sens de ce qu'on a envie de dire, quoi. Un éclairage, un choix incontournable sur les séquences romantiques, ajoutant une qualité tendre et éthérique qui compte les histoires d'amour. Ça, oui, éventuellement. Alors là, ils ont pris évidemment l'exemple de Titanic. Lors de la création d'un look historique ou vintage, un éclairage doux peut imiter l'esthétique visuelle d'une époque révolue. Oui, why not? Comment éclairer un éclairage doux au cinéma? Alors, comment on fait? Justement, ça, c'est la partie technique. Comment crée-t-on des sources larges et diffuses? Les grandes sources lumineuses. La taille de la source lumineuse influence directement la qualité de la lumière. Donc, ce que je disais, plus c'est large, plus la surface est importante et plus la lumière sera douce. Les sources plus grandes, telles que des softbox, des diffuseurs ou des panneaux rebondissants, entraînent un éclairage plus doux en répartissant la lumière sur une zone plus large. Oui, mais attention, ne faites pas comme cet exemple. Pauvre, j'ai trouvé cet exemple sur Internet, mais sans... Voilà, j'ai rien contre cet exemple. Mais voilà, faites attention parce que vous voyez, quand on utilise un Harrison derrière un cadre de diff, qui quand je vois la diffusion ici, elle n'est pas si foulasse que ça, on crée ce genre de point chaud de merde. Et donc du coup, réellement, pour éviter ce genre de point chaud, on est obligé de double diffuser, voire triple diffuser, avec des cadres en respectant un espace entre les cadres. C'est-à-dire que si vous collez les 3 cadres en même temps ou les 2 cadres, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il y ait au moins 20, 30, voire 50 cm entre les cadres. Et vous pensez bien que si vous utilisez un 12 kW et vous prenez une première diffusion, une deuxième diffusion et une troisième diffusion avec un 2x2 comme ici devant, autant te dire que ta source, elle est amoindrie, quoi. Elle est à bout de souple. Donc, du coup, c'est pour ça que je parlais de ces sources-là qui ont l'avantage, vous voyez, de directement d'être large. Il suffit juste de mettre une seule toile devant et la lumière est assez bien répartie sur l'ensemble de la surface de la source émettrice, évitant à tout prix l'effet de point chaud. D'accord ? Donc, les grandes sources lumineuses, les matériaux de diffusion, donc justement l'utilisation de diffuseurs.
L'utilisation de matériaux de diffusion comme la soie ou la mousseline devant la source lumineuse disperse et adoucit la lumière. Alors après, il y en a qui sont plutôt soie, plutôt diffusion. Moi, je me fais pas chier, moi, c'est la diffusion, quoi. Je prends de la diff, que ce soit de la soie ou j'en sais rien, je m'en bats un peu les couilles, quoi. Voilà, l'éclairage rebondissant. L'éclairage rebondissant, c'est ce qu'il y a encore de plus naturel et de plus doux. Là, vous êtes sûr d'avoir 0 point chaud. Et surtout, voilà, sauf que le problème de l'éclairage rebondissant, c'est ça consomme beaucoup. Parce que le fait de rebondir, eh bien forcément, vous allez avoir de la perte en termes d'intensité. Et surtout, c'est difficilement contrôlable en termes d'angle d'émission. C'est-à-dire que là, vous êtes sûr d'envoyer à 180 degrés la lumière. Ce qui est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué quand justement, on a envie de faire du contraste. Voilà. Donc le rebondissant, c'est bien, mais très compliqué à gérer. C'est pour ça que heureusement, grâce à la génération LED, où justement en LED, de par sa technologie, il est beaucoup plus simple de fabriquer de la source large que de la source ponctuelle. Hein, on l'a tous compris que le gros problème de la source de la technologie LED, c'est la ponctualité de la source. Et ça, en surface, si vous allez faire un tour au Satis, au micro-salon, vous allez pouvoir apercevoir qu'il y a un stand, je ne sais plus lequel, comment ça s'appelle, qui font carrément des 4x4 de LED. Hein, c'est-à-dire que c'est des morceaux, c'est des morceaux de surface qui sont mises les unes à côté des autres avec une diffusion de vent et on a un cadre de 4x4 avec 0 point chaud et surtout 0 profondeur. Vous voyez, on n'est pas obligé de mettre une source de 12 kW derrière à 4-5 mètres avec 54 de diff devant, quoi. Okay, donc et ça, on peut le snap grider. Snap grider, c'est-à-dire qu'on peut mettre un snap grid devant pour pouvoir contrôler le flux. Lumière naturelle couverte, évidemment pas période de temps gris. On a forcément un éclairage doux, à condition évidemment que ça soit nuageux. Mais attention, parce qu'on aura une tendance quand même à un effet top light. Hein, c'est-à-dire que la calotte sphérique du ciel aura tendance à apporter, surtout si vous avez des sujets montants devant, c'est-à-dire vous êtes dans une forêt ou alors dans une rue et que vous êtes éclairé principalement par le haut, faites attention, vous avez quand même l'effet de top light qui est présent. Voilà, je vous mets l'article évidemment dans l'espace description. Dites-moi ce que vous en pensez. Une chose est sûre, c'est que si vous regardez les différentes productions audiovisuelles qui se font en ce moment, vous verrez que la forte tendance est déjà dans la direction unique et 2 dans des surfaces de sources de K-Light, des surfaces de sources larges qui sont principalement mises en avant. Contrairement à ce qu'on a pu faire il y a 40 ans. Et c'est bien parce que ça prouve qu'au moins, on ne se fait pas chier, on essaye de changer de génération en génération les éclairages. Voilà, si vous avez envie d'en apprendre plus, n'oubliez pas qu'il y a Misieflix pour 4,99 € par mois, où vous avez plein de vidéos avec le site misieflix.tv. Je vous embrasse, à bientôt, bonne rentrée, merci, ciao.